Ça y est, on est en live. Ravi de vous retrouver pour celles et ceux qui se reconnectent en live, pour celles et ceux qui vont regarder le replay aussi. Ravi de retrouver, d'accueillir en tout cas Anthony Dulieu pour la dernière conférence d'experts de ces 2 journées riches en émotions, en partage et en valeurs autour de comment réinventer ses faux pas. Je vais me permettre de faire une présentation rapide de qui on est pour rappeler. Donc, vous êtes au deuxième jour de ce sommet Dreamcatcher l'Event, l'audace d'entreprendre, toujours sous la thématique de comment réinventer ses faux pas. Vous êtes avec Stéphane Laure et moi-même qui sommes les co-organisatrices de ce sommet avec 2 parcours différents mais qui se rejoignent dans cette volonté de partager de la valeur, de donner et d'accompagner les entrepreneurs, les primo-entrepreneurs à justement bâtir une entreprise viable et pérenne. Moi, mon dada, c'est vraiment tout ce qui est sens, mission, mindset. C'est comment finalement accompagner les personnes qui ont eu un parcours tout lisse, tout beau, les fameux bons élèves qui ont gravi les échelons et qui finalement, à un moment donné, se trouvent à une interaction, enfin pas une interaction, mais un croisement de chemin et ils ont envie de se poser les justes questions. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie d'aller? Comment j'ai envie de contribuer? Quelles sont finalement mes propres règles du jeu et comment retracer mon chemin et ma prochaine carrière? Et enfin, Stéphane, je te laisse la main pour te présenter. Merci Corinne. Donc, moi, je suis Stéphane Laure-Cobé, donc je suis docteur en droit du commerce international et la fondatrice de iTest to Business, qui vient d'une méthode en 8 étapes que j'ai montée pour accompagner les personnes qui avaient des idées, des projets, pour les aider à les réaliser. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je les accompagnais en réalité vers un changement de vie, un changement du coup de perspective. Et ça m'a passionnée du coup de voir ces changements et de découvrir l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. J'accompagne également donc c'est les early stage, donc c'est ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, grâce à des projets comme celui qu'on a ensemble, Corinne, à Dreamcatcher, qui justement aide à partager sur la vraie vie des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est exactement que d'entreprendre, de porter un projet et de le faire vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ravie d'être là avec Anthony et d'écouter et d'entendre son parcours. Et du coup, je te laisse nous présenter Anthony. Et oui, et on a la chance d'avoir Anthony Dulieu, qui a un profil totalement différent de toutes les personnes qu'on a vues jusqu'à maintenant, parce que officiellement, on va dire ça comme ça, on peut dire qu'il n'est pas entrepreneur tel qu'on l'entend. Mais il va nous en dire plus. Ce qui est passionnant dans le parcours d'Anthony, c'est qu'il a plus de 10 ans d'expérience en tant que dans le marketing, dans le e-commerce, en tant que e-commerce director. Il excelle vraiment dans le développement de marques et dans la génération de revenus durables dans les industries de la beauté. Son parcours comprend vraiment les rôles de stratégie au niveau mondial, comme des grandes marques comme Puma, Blissim, Wams. Et actuellement, il est dans un changement de trajectoire, toujours dans le même milieu. Il nous en dira plus. Mais ce qu'on a aimé lorsqu'on a échangé avec Anthony, c'est son parcours d'intrapreneur, entre guillemets. C'est sa capacité à créer, même s'il n'est pas officiellement entrepreneur. Et ce que j'ai aimé dans l'échange qu'on a eu en off, c'est vraiment cette notion et cette capacité d'être à une décision, de tout changer. Donc, merci Anthony de ce temps que tu vas nous accorder, de ces pépites que tu vas nous donner. Et je te laisse la main pour te présenter plus en profondeur. Ouais, avec grand plaisir. Non, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que sur un sommet d'entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a une question de légitimité qui se posait pour moi de me dire, bon, j'ai pas créé d'entreprise, on va dire. Alors j'ai créé des choses dans ma vie, mais pas d'entreprise officiellement, donc je suis pas forcément entrepreneur. Mais voilà, après effectivement j'ai un parcours de vie peut-être un peu particulier pour certains, en tout cas un petit peu atypique. Donc ouais, je démarre par le début, du coup je me lance Allez, dans Bah, l'histoire vas-y, de, lance-toi. ouais, l'histoire de comment ma t'es vie. arrivé à créer, parce que j'ai oublié de le dire, à créer aussi le dernier projet, c'est ce podcast.
Exactement, ouais. Exactement. Bah, c'est tout le micro. Je me suis dit que ça ajoutait un petit peu de légitimité de venir avec le micro de podcasteur en tant que host de podcast. Ouais, bah, c'est vrai que pour démarrer un petit peu du début, alors c'est la première fois que je m'attelle à cet exercice, donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour aller un petit peu dans tous les sens. Euh, mais pour démarrer un peu du début, pour mettre du contexte quand même dans cette histoire-là et dans ce parcours, c'est que voilà, quand j'étais enfant, adolescent, etc., j'ai pas forcément été, alors comme beaucoup, mais une famille assez facile. Donc c'était assez complexe. Et en fait, j'avais pendant toute mon enfance et mon adolescence, dans ma mémoire, en tout cas maintenant, comment je le vois, c'est que j'avais l'impression de pas forcément exister, de pas avoir de rêve, de pas avoir envie. On dit souvent, bon, on est petit garçon, on rêve d'être cosmonaute, on rêve d'être star dans le football, on rêve de plein de choses. Et en fait, moi, j'avais aucun rêve parce que j'arrivais absolument pas à me projeter. En fait, j'avais très peu d'interactions. On m'avait souvent laissé de côté parce que j'étais le dernier d'une famille de très loin dans l'âge. Et j'étais pas forcément, je l'ai appris plus tard, mais je n'étais pas forcément désiré dans cette famille. Et donc, en fait, j'ai grandi avec le sentiment de pas forcément exister, d'un peu flotter dans cette vie, de pas savoir vraiment où est ma place, comment me construire cette place. Et donc, j'avais beaucoup de mal à me projeter, notamment après les études. C'est-à-dire que quand je vais jusqu'au lycée, c'est un peu quelque chose qui est déjà donné. On va dire, c'est un parcours d'entrée où on démarre maternelle, primaire, collège, lycée, etc. Ça, c'est déjà pré-imbriqué dans notre vie. Donc jusque dans ce parcours, tout allait bien, parce que je suivais le parcours normal. Par contre, ce qui se passait après, pour moi, ça n'existait pas. En fait, dans ma tête, j'arrivais pas à me projeter, à me dire Anthony étudiant, Anthony travailleur, Anthony à 30 ans. Il n'existait pas en fait dans ma tête. Je savais pas comment le former, qu'est-ce que j'allais être, comment j'allais me construire, aucune idée. Et donc, à la sortie du lycée, ça s'est assez rapidement vu, parce que le début de mon parcours post-lycée, ça a été un petit peu chaotique, où j'étais intéressé par la psychologie, donc j'ai voulu faire psychologie. Donc j'étais déjà peut-être dans une idée de devenir la personne que j'aurais eu besoin dans toute mon enfance, en fait. Donc d'être là, d'aider les gens, de partager des choses. Donc la psychologie, ça m'a intéressé. Bon, j'ai fait un an de psycho finalement. Ça a été l'année, pour ceux qui s'en souviennent, de, comment dire, de la réforme LMD qui a fait que beaucoup de facs étaient en grève pendant très longtemps. J'ai fait partie des facs qui sont passés sur France 3 pour être dans la grève pendant le plus longtemps. Voilà, forcément, ça tombait sur moi. Donc j'ai fait 2 mois de cours sur 10. Donc autant dire que pour moi, c'était comme un signe un peu de dire, bon, c'est pas pour moi, il faut que je change. Je suis parti dans le droit parce qu'encore une fois, aider les gens, ça m'intéressait. Donc je me dis, en étant avocat, est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux participer à ça, partager? Bon, au final, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai fait 2 ans de droit. Comment dire, j'ai vu des expériences au tribunal et pour moi, c'était très théâtral. Pour moi, il n'y avait pas de logique de fait. C'était vraiment du théâtre, d'arranger les lois. Enfin, voilà, ça m'a pas plu parce que j'ai une éthique assez profonde et donc pour moi, ça me semblait un peu trop flou et trop joué, trop fake. Donc j'ai abandonné ce parcours et au final, c'est des rencontres complètement par hasard, comme quoi, voilà, l'un des sujets effectivement d'aujourd'hui, c'est parfois, on est à un détail, comme aujourd'hui, participer à ce sommet, ça peut peut-être donner quelque chose pour moi, pour quelqu'un dans ce sommet. Et bien, tout au hasard, en fait, j'avais l'oncle d'un ami qui avait une agence de communication. Et comme mes amis faisaient de la communication et que moi, j'étais un peu perdu au bout de 3 ans d'études avec rien à mettre sous la dent en termes de diplôme et voilà, en termes d'avancée, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air sympa, c'est créatif, c'est stimulant, pourquoi pas? Et donc, on m'a proposé de rencontrer cette personne qui avait une cinquantaine d'années, qui avait son agence de com. Et au bout de 10 minutes de conversation, il me dit, va pas en com. Ne fais pas d'école de com. C'est à fuir complètement. Les gens qui viennent d'école de communication, alors s'il y en a qui viennent d'école de communication, pardon, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas forcément cette idée en tête. Mais en gros, on m'a dit, voilà, les gens qui viennent, ils sont tellement spécialisés dans un truc qu'ils savent plus comment réfléchir, en gros. C'est ce qu'ils me disaient. Ils ont tellement une vue
précise d'un certain sujet, qu'il n'y a plus de vision holistique. Et dans la communication, dans les métiers de la communication, on a besoin d'une culture un peu générale, de voir l'ensemble. Et donc il m'a dit, ne va surtout pas dans une école de communication. Et il me raconte l'histoire de sa fille, qui est botaniste aujourd'hui et qui a fait du commerce international, donc rien à voir. Mais il me dit, encore aujourd'hui en étant botaniste, elle remercie ses études de commerce international de lui avoir ouvert l'esprit. Et donc, c'est là où je suis parti. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui faire confiance. De toute façon, je suis perdu, j'ai rien à perdre. En plus, commerce international, partir à l'étranger, il y a déjà quelque chose qui se met en tête de partir à l'étranger, à l'international. Waouh, ça a l'air assez incroyable. Et ces études-là me permettraient de le faire sans que moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose de spécial. Ce serait dans le cursus. Je me suis dit, bon, allez, testons le truc. Et je suis parti. Bon, au final, j'ai eu un diplôme de commerce international sans euh, on va dire, il y a eu quand même quelques péripéties, hein. Mon stage de troisième année de licence, j'ai été interdit de territoire au Canada. Donc voilà, je suis passé par un peu tout, voilà, par pas mal de problématiques. Mais à chaque fois, je me suis relevé. Et au final, ça m'a ouvert à des expériences de partir à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'en partant à l'étranger, une chose que j'arrivais pas à faire avant, mais ça m'a permis de m'extirper en fait de l'endroit qui a fait que mon éducation elle a été complexe, que voilà la vie familiale, etc. En fait, mon début de vie a été quand même assez complexe en termes de comment me connaître, exister, prendre ma place. Et en fait, en partant à l'étranger, et d'être complètement séparé de tout ça, ça m'a donné l'impression de pouvoir me réinventer. En fait, de pouvoir créer de moi-même, arriver à un endroit. Donc, je suis parti à Majorque, je suis parti au Pays de Galles. Et en fait, à chaque fois que je partais et que j'arrivais sur un nouvel endroit, j'avais l'impression que ça me donnait le droit d'être qui j'avais envie d'être, en fait. Et du coup, d'oublier le fait que en France, j'avais l'impression d'être personne et de pas exister. Et en arrivant à l'étranger, je pouvais être, voilà, me donner une identité de bon travailleur, de je sais ce que je vaux, je peux faire plein de choses, je suis capable de plein de choses, et de m'inventer presque une confiance en moi sur certaines choses, qui fait que bah, je pouvais avancer en fait dans ce que j'ai fait. Et ça, pour moi, ça a bien fonctionné. Alors au départ, c'était des short périodes, donc ça a été plutôt des petits tests. Mais en tout cas, je pense que je commençais à me rendre compte que ça, c'était possible. Et ce qui fait que, bon, après avoir fini mes études, pour moi, c'était clair dans ma tête, même socialement, en fait, c'était compliqué. J'avais l'impression de ne pas être à ma place en France, en fait, de l'impression que j'aurais jamais pu être moi-même, finalement, et j'aurais même jamais pu découvrir qui j'étais, parce que quand on a, voilà, jeune vingtaine, on ne sait pas vraiment qui on est, hein, finalement, mais donc au-delà de ça, de pouvoir être qui je suis réellement, j'aurais pas pu vraiment expérimenter assez pour comprendre qui je suis sur ce. C'était un peu un terreau pourri, on va dire, dans lequel j'étais. Et donc, il fallait changer de terreau. Et j'ai eu une opportunité de partir à l'étranger, de partir au Portugal. Et pour moi, ça a été un peu le signe de. Voilà, je sautais sur l'opportunité et de me dire, c'est le moment, il faut que je parte. Si je peux avoir une vie, si j'ai envie d'avoir une vie, il faut que j'aille ailleurs. Parce que j'aurais jamais réussi pour moi à le faire en France. Alors, rien à voir avec la France, mais plus dans mon environnement à moi, on va dire, qui était à ce moment-là le nord de la France. Je viens du nord de la France. Et surtout environnement familial et voilà, social, globalement. Et en fait, en arrivant au Portugal, pareil, encore une fois, arriver dans un endroit avec que des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, j'étais dans un environnement très international, pas juste portugais, vraiment très international, de toutes les nationalités différentes. Je travaillais chez Facebook directement au début de l'avènement de Facebook pour les marques dans les réseaux sociaux. Donc, je travaillais avec toutes les nationalités et c'est là où, voilà, encore une fois, j'avais un autre exemple de je peux vraiment me créer voilà, un être, en fait, une existence avec de la consistance, on va dire, qui n'existait pas avant. Et voilà, de m'adapter, de comprendre qui je suis, d'avoir mes propres expériences et en fait, de me construire, en fait. C'est tout ce que j'avais pas construit avant, au moment de l'enfance, de l'adolescence. Je commençais à le construire à ce moment-là, donc j'avais peut-être un certain retard au niveau social. J'avais un peu de mal à me faire des amis. Alors, pas parce que j'étais méchant ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'étais très timide, très renfermé. Et j'avais l'impression de pas pouvoir, de pas être assez, en fait, toujours. Et du coup, l'impression de jamais être assez, bah, on s'interdit plein de choses. On s'interdit d'aller vers l'autre, on s'interdit
de participer à des choses, à des événements, parce qu'on se dit, ah non, les gens vont pas m'apprécier, alors que tout se passe dans la tête, en fait, finalement. Tout se passe dans la tête. On a vraiment, moi, ça a été inculqué dans l'enfance d'avoir l'idée que j'étais un bon à rien et que ce soit professionnellement ou personnellement, j'avais l'impression d'être pas adéquat, en fait, par rapport au monde dans lequel je vivais. Et donc, ces idées-là me freinaient à avoir quelconque expérience. Donc, au niveau professionnel, je commençais tout doucement à euh, m'émanciper à ce moment-là. Donc, de comprendre que j'étais capable véritablement au niveau professionnel de le faire des choses, que ça commençait à être reconnu vis-à-vis de mes pairs, vis-à-vis des boss que j'avais pu avoir. Et donc, ce début de reconnaissance commençait à créer une existence en moi, alors qui n'était pas encore sociale, mais professionnelle. Donc, j'ai commencé à m'attacher à ce niveau professionnel. Et très vite, en fait, bon, j'étais dans un environnement aussi Facebook à ce moment-là qui était très process, process, process. Et bizarrement, même si j'étais vachement renfermé sur moi-même, moi, j'ai toujours eu horreur des process. C'est presque un automatisme de quand il y a un process, je vais à l'encontre du process. Presque par automatisme, même pas par. Alors j'ai envie de dire par logique, mais j'ai l'impression que parfois c'est juste par automatisme. Peut-être c'est parce qu'on est jeune, un peu comme un adolescent qui dit non à ses parents, peu importe si c'est bien ou si c'est pas bien, on dit non, quoi qu'il arrive. Et de cette même manière, dans le niveau pro, je refusais tous les process. Et donc j'allais à l'encontre des process. Et quand je voyais que ça fonctionnait mieux, alors là, c'était fini. On pouvait plus faire machine arrière. Je pouvais plus re-rentrer dans la boîte du démarrage et plus rentrer dans le process. Et au début, ça a été un problème. Sauf que en commençant à aider mes pairs, dont j'avais toujours, voilà, depuis toujours, j'ai envie de partager tout ce que j'apprends et tout ce que j'expérimente. Et donc, je partageais beaucoup de mon apprentissage avec les marques que j'avais en travaillant chez Facebook, en travaillant avec toutes ces marques. Et je partageais beaucoup à mes pairs. Et en fait, ça les aidait, eux, à être plus efficaces aussi. Et donc, quand on est venu me voir et on m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu rentres dans le process et arrête de faire des choses qui sont différentes que nous, on n'a pas envie que tu fasses. Et ben en fait, grâce à l'impact que j'ai eu sur les autres aussi et leur efficacité, il y a eu une machine arrière de la direction qui s'est dit, bon, ok, on va créer un poste qui va être, en gros, j'étais sales coach. Et donc, au-delà du process, je venais aider les gens qui étaient en difficulté sur mes méthodes à moi. Et donc, je venais insérer des méthodes que moi, j'avais créées pour moi-même parce que j'avais pas envie de suivre le process et parce qu'il y avait une relation client, donc des process, quand on est dans des relations avec des gens qui sont différents, avec des personnalités différentes, il y a quelque chose d'humain. Et moi, j'ai toujours suivi l'humain plutôt que le process ancré, alors qui n'est pas au goût de certaines entreprises forcément, mais qui marchait parce que la relation d'humain-humain, si on n'arrive pas à s'adapter, bah, c'est ça passe ou ça casse à chaque fois. Alors que quand on s'adapte, bah, on peut avoir beaucoup plus de succès, ce qui était le cas à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à transformer les process internes. Donc c'était un peu les premières fois où j'ai pris conscience que j'avais une valeur à donner et que j'avais pas besoin de la terre, en fait, de rentrer dans le process. Déjà, j'en avais pas envie, tout simplement, parce que par automatisme, j'avais envie de sortir des process. Mais qu'en plus, au-delà que ce soit valide, je pouvais en plus comment dire, le voice out, donc le dire à voix haute, même à mes boss, à la direction, etc., de dire, je suis convaincu qu'on peut faire autrement. Voici ma façon de faire. Voici pourquoi ça a réussi. Et maintenant, on peut faire autrement. Et on peut créer des choses différemment et être plus efficace. Et même chez Facebook, ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne dans une aussi grosse boîte, ça peut fonctionner un peu partout. Et donc ensuite, je suis parti, après ces 2 ans chez Facebook, je suis parti en Autriche, en relation personnelle, où j'étais avec une Autrichienne à l'époque. Donc l'amour m'a fait suivre certaines opportunités, donc je suis parti en Autriche. Et là, pareil, je suis rentré dans une agence, dans une grosse agence de communication, environ 600 personnes en Autriche, qui s'occupait de très grandes marques. Comme Corinne l'a dit tout à l'heure, je m'occupais beaucoup de Puma et d'autres marques comme Marco Polo, Porsche, etc. Et pareil, dès mon entrée, en fait, où je suis arrivé, j'avais déjà pris la confiance. Donc quand je suis arrivé, pareil, je me suis réinventé. C'est pas que je me suis réinventé encore une fois, c'est que j'ai poussé encore plus à l'extrême des choses que j'avais appris auparavant. Donc j'avais pris conscience que j'avais une valeur, que je pouvais changer les choses, j'avais une bonne manière d'analyser certaines choses, certains process et de les comprendre et de trouver des solutions. Et j'avais pas besoin
de me taire. J'avais pas besoin de le faire de mon côté, je pouvais le dire à tout le monde pour essayer de faire changer les choses. Et donc, dès mon entrée, bah, la première chose automatiquement, c'était voir comment les choses se passaient, comprendre ce qu'on pouvait mieux faire. Et tout de suite, j'ai pas hésité à, bah, pourtant, j'étais pas du tout en direct avec le CEO de l'époque. J'avais deux boss entre moi et le CEO. Et pourtant, je passais des fois des nuits à faire des PowerPoints explicatifs d'analyse de voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on pourrait mieux faire. Et je faisais des PowerPoints explicatifs de comment la solution pourrait s'étendre aux différentes teams dans l'agence, etc. Et je l'envoyais directement à mes deux boss et au CEO en copie directe. Alors, ça aurait pu mal se passer. En vrai, on aurait pu me dire, bon, reste dans ton coin, calme-toi. Et ben, ça n'a pas été le cas du tout. J'ai été invité, au bout de quelques semaines, j'ai été invité à un meeting avec le CEO que j'avais pas encore rencontré à l'époque. C'était, je crois, que j'avais peut-être 3 mois dans la boîte, qui m'a invité à un meeting et qui m'a dit, écoute, moi j'ai adoré tes prêts, je trouve que tu as raison. Donc, ce que tu vas faire, c'est que maintenant, ils ont créé, pareil, un peu comme chez Facebook ou le poste de sales coach, ils ont créé une position dans la boîte qui me permettait en fait d'aller dans les différentes teams et d'essayer de leur montrer comment on pouvait changer certains process et manières de faire avec les clients. Et donc, encore une fois, même exemple, même exercice, juste parce que j'ai pris la peine d'aller chercher un peu plus loin et de le faire en fait. De le faire, d'oser et de l'envoyer. Et de le dire, écoute, moi j'ai une solution, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et il y en a qui vont dire non. J'ai pas eu que des oui hein, dans ma carrière. Il y a plein de fois où on m'a dit bon, reste calme, reste chez toi. Surtout d'ailleurs en France. C'est intéressant, mais on a un peu plus de mal avec le. On va tous grandir, on va tous se tirer vers le haut. On a un peu plus tous à. Moi, je vais vers le haut, mais toi, reste là où t'es, quoi. C'est moi qui monte tout seul. Ouais. Il y a un peu plus cette mentalité-là. Alors qu'à l'étranger, je l'avais pas du tout. Et du coup, encore plus heureusement de m'être émancipé à l'étranger, parce que j'ai pu grandir dans ce mindset, dans cette façon de penser les choses, où il n'y a pas de concurrence avec personne. On est tous là pour que si moi je peux essayer de monter quelqu'un en compétence, je vais le faire, et inversement. Et on est tous là à essayer de se monter vers le haut. Et c'est comme ça que moi j'ai grandi professionnellement, vitesse. Voilà, que j'aurais jamais pu le faire, je pense, en étant junior en France, ne serait-ce que pour trouver un premier CDI. Euh, et donc voilà, donc en tout cas, ce mindset de faut oser en fait, faut faire. Et parfois, c'est un peu comme tu le disais, je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, Corinne, c'est parfois on est juste à une phrase, une rencontre, un événement. D'habitude, on aurait dit non. D'habitude, on n'aurait pas osé. D'habitude, on l'aurait pas fait. Et juste peut-être une, deux, trois fois, on ose aller rencontrer cette personne, aller poser une question à telle personne, aller, on pense, on réfléchit à un truc et bon, bah, je vais le dire au CEO, on va voir. Et peut-être que c'est non, mais parfois, on n'en doute pas, mais il suffit d'un oui. Et voilà, j'ai eu une promotion, j'ai changé de métier, j'ai fait quelque chose qui me plaisait parce que moi, je suis vraiment dans le partage. Donc, aller voir toutes les teams pour leur dire, écoutez, voilà comment on peut faire, ça peut être génial. Moi, c'était mon dada, donc c'était génial de pouvoir faire ça, de pouvoir être moi en fait, de pouvoir vraiment vivre les choses comme moi j'avais envie de les vivre à l'intérieur d'une entreprise et qu'on me permettait, on m'a vraiment permis, on m'a ouvert les portes pour faire ce que j'avais envie de faire, même si à la base ça n'existait pas en fait dans Mm. l'entreprise. Et au bout de 2 ans, c'est comme ça aussi que moi, ce que j'avais, enfin, j'avais la sensation d'avoir tout vu dans mon métier. Et encore une fois, je vais voir le CEO pour lui dire, je suis intéressé par ça. C'est le gros, pour ceux qui sont dans le marketing, c'était du gros hacking à l'époque. Alors, rien à voir avec aujourd'hui, le gros hacking, ça a été remis sous plein de définitions différentes. Mais à l'époque, c'était 2018, c'était le début, ça venait des US. Et le gros hacking, c'était quelque chose de très holistique pour le business, de très général. Ça comprenait le produit, ça comprenait l'ensemble des choses et pas uniquement de la performance. Et donc, j'étais très intéressé par ça. Et en gros, je suis venu le voir. Et très honnêtement, je lui ai dit, c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Donc, je pense que comme ça n'existe pas dans l'agence, ce type de métier, ce type de choses, bah, je dois partir. Donc, pour continuer à grandir, il faut que je parte. Et il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit, mais arrête, pourquoi tu le crées pas ici, en fait? Crée quelque chose, crée un service, pense-le, pense un produit, prends quelques mois. Donc, il m'a donné quelques mois, il m'a donné les ressources. Donc, il m'a conservé mon salaire. Et en gros, mon seul job pour les 6 mois qui ont suivi, c'était de créer un département, un produit, un service qui allait proposer ce gros hacking pour les entreprises.
Et donc, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout le monde ne fait pas ça. Tous les boss ne vont pas dire oui à ça. Et j'en ai eu des non, plein de fois. Mais sauf que si j'avais pas osé à ce moment-là, ce oui-là, je l'aurais jamais eu. Et ceux qui n'ont pas osé l'ont jamais eu. Donc, des fois, encore une fois, on est juste à dire je vais partir. Et en fait, pour lui, c'était mais non, en fait, il y a d'autres solutions. Il y a une autre manière de voir les choses. Je pourrais rester. Parce qu'en plus, j'adorais cette entreprise, j'adorais les gens avec qui je travaillais. Donc, moi, j'avais bien envie de rester. Donc de pouvoir créer mon propre département, mon service comme je le voyais, comme je l'entendais, recruter les personnes que j'ai envie de recruter, les profils, etc. C'était une aubaine quoi. Pour moi, c'était incroyable. Donc voilà, c'était un peu encore une fois une preuve que bah faut pas hésiter en fait. Et même s'il y a des échecs, même si on dit non, même si des fois on galère, en vrai, voilà, il suffit des fois de petites choses et des petits détails qui font que tout peut changer en fait du jour au lendemain. Enfin, ma vie professionnelle, elle a changé. Elle n'a pas changé petit à petit. Pas changé parce qu'à la fin de l'année, j'avais des bons résultats et qu'on m'a dit, bon, bah, tu as des bons résultats, vas-y, on va te donner quelque chose. Non, ça, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Sur les un peu plus de 10 ans, un peu plus de 11 ans maintenant, ça m'est jamais arrivé que parce que j'ai des bons résultats, on me dise c'est bien une promotion ou voici cela. Jamais. Euh, Tous les changements que j'ai eus, ça a toujours été parce que j'ai été chercher un truc différent dans la boîte. Donc, tiens, j'ai envie de faire ça, il faut qu'on fasse ça. Ou tiens, et hop, bah, ça a donné l'idée d'un nouveau poste, d'une nouvelle création de poste ici ou là, ou d'un nouveau département, d'un nouveau service, ou de quelque chose de différent qui ont fait que, en fait, je me suis créé moi-même ma propre promotion au final. Et c'est juste qu'elle a été, bien sûr, bien accueillie et acceptée par les gens que j'avais en face de moi. Donc ça, c'est une chance aussi, mais ça se serait jamais passé. Jamais on serait venu me voir un jour et on m'aurait dit, tu veux pas créer ton département? Ce serait intéressant. Je pense que tu serais bon là-dedans. J'ai pas attendu qu'on me découvre, qu'on se dise, ah, je pense que tu es bon là-dedans. Je pense qu'on pourrait t'intégrer là. Non, j'ai créé l'idée moi-même. J'ai apporté l'idée. On m'a dit, oui, ok, c'est bon. Et ensuite, je l'ai porté et je l'ai fait derrière. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros moment d'apprentissage aussi pour moi de me dire, bah, si j'ai envie d'un truc, en fait, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse moi-même. Alors certes, j'ai jamais eu, moi, personnellement, l'envie de créer ma propre entreprise. Par contre, j'ai toujours plein d'envie et plein d'ambitions et je les porte en interne ou voilà, par moi-même. Mais c'est de cette manière que j'ai réussi à transformer ça. Donc voilà, ensuite, je suis arrivé en France en 2020, du coup, au moment du Covid. Effectivement, je rentre dans la cosmétique. Et donc là, je passe plutôt côté annonceur, je passe plutôt dans un rôle de, comme tu disais, un peu directeur e-commerce, un peu CMO. Bon, les rôles en startup, il y a des titres différents, mais ils veulent tous dire un peu la même chose. Donc c'est un rôle un peu global, donc qui m'a permis d'avoir une vue encore plus holistique sur le business des marques, comment on fait monter une marque, comment on développe la marque, comment on développe le business, et d'avoir une vue véritablement sur tout, parce qu'en agence, on a quand même si on peut avoir une vue holistique, on est quand même toujours un peu en retrait, que ce soit des décisions finales ou de la vue aussi des chiffres du business, vraiment derrière de qu'est-ce qui se passe avec les boards d'investisseurs, etc. Ça, en agence, on ne peut pas avoir la vue là-dessus. Alors que là, le fait d'avoir été directement avec des boards, en relation à comprendre véritablement le business au-delà de ma partie, moi, métier, qui est le marketing au final, et la com, j'avais une vue aussi du comment la marque se porte et comment on monte une marque, comment on la développe. Donc ça a été encore une phase nouvelle dans ma carrière et un peu fast-forward à aujourd'hui, effectivement, ce qui nous a poussé à se mettre en contact avec Corinne et Stéphane Laure. C'est que, voilà, au bout de 5 ans dans la cosmétique, moi j'ai eu un gros coup d'arrêt. Alors la cosmétique à la base, c'est pas forcément un domaine de prédilection, mais c'était plus une opportunité de pouvoir, encore une fois, me réinventer et me créer cette expérience de CMO, d'être côté marque, de pouvoir en apprendre plus de ce côté-là. C'était un peu pour moi la suite logique dans ma carrière. Donc j'ai pris voilà, l'opportunité comme elle venait. Certes, c'était pas forcément l'industrie que je cherchais, mais c'était le métier que je cherchais. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas toujours tout à 100%, mais il faut savoir prioriser aussi ce qui est important dans nos étapes. Et donc pour moi, c'était cet apprentissage-là côté marque. Au bout de 5 ans, voilà,
on va dire que j'ai un peu jeté l'éponge de la cosmétique et en fait, ce qui était dur, c'est que j'ai très vite ressenti en France que j'avais un peu moins. Alors, ça existe partout, hein, les cases dans lesquelles on nous met, mais je trouve qu'on a encore plus, c'est encore plus arrêté, je trouve, chez nous, dans notre culture. Voilà, j'avais fait 5 ans en cosmétique, même si j'avais fait avant 6 ans de carrière chez Facebook, dans les agences, avec d'autres types de marques, d'autres types d'industries. Il y avait marqué un gros cosmétique sur mon front et mon CV, peu importe comment je le fais, de façon différente, les expériences différentes en haut, mises en valeur. Non, j'étais cosmétique. Je viens de la cosmétique, je ne sais faire que de la cosmétique, alors même que j'ai même pas de passion particulière pour la cosmétique. Donc, si j'arrive à faire mon métier pour quelque chose pour lequel je suis pas absolument passionné, moi, dans ma tête, je me dis, mais donnez-moi un produit pour lequel je suis passionné et je vais faire des merveilles, quoi. Mais dans la tête de recruteur ou de marque, c'est cosmétique. Tes passions personnelles, on s'en fout un peu, c'est tes cosmétiques. Ton expérience, c'est cosmétique, donc tu es cosmétique. Je répète beaucoup ce cosmétique. Mais Bah, c'est un appel, hein, c'est peut-être aussi ouais, pour ça qu'on t'appelle pour la cosmétique. Fais attention. exactement. Mais du coup, c'est... Ouais, je le prends en cours de route, mais on est en Vas-y. train de revenir complètement sur ce que tu es en train de dire, parce que moi, ce que je trouve super intéressant, et je ne sais pas si s'il y a que moi qui m'en rends compte, mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai trouvé super intéressant dans ton parcours, c'est que en réalité, plusieurs fois aussi, tu dis que tu n'es pas entrepreneur ou que, alors que on le partageait un petit peu en off, je disais, mais moi, je trouve que clairement, tu as une façon de voir les choses et de les faire qui sont clairement entrepreneuriales. Et donc, Hmm, pour revenir sur sur moi, ce qui m'interpelle, la raison pour laquelle je suis tellement heureuse que tu sois là, parce que c'est un angle, c'est vraiment un angle différent et qui mérite aussi de montrer la diversité de ce hmm, que c'est qu'un état d'esprit entrepreneurial, savoir oser, que tu nous as gentiment glissé comme petite proposition de valeur au départ. En off, il y a cette phrase que tu as dit qui est tellement vraie. Le problème, c'est pas ta valeur, c'est qu'on risque de ne pas l'avoir, qui t'avait été donnée. Et je pense que vraiment, ça résume vraiment très, très bien ton parcours. Et du coup, pendant que tu parlais, j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher la définition d'intrapreneuriat pour pouvoir la partager avec toi. Et de là, mhm, de bien faire le lien avec ce que je suis en train de vouloir amener mhm, dans l'interrogation et la réflexion qu'on peut avoir justement sur ta thématique. Donc, mhm, l'intrapreneuriat désigne la capacité d'un employé à adopter une posture entrepreneuriale tout en restant au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Il s'agit de développer des idées innovantes, de piloter des projets ou de prendre des initiatives pour contribuer à la croissance, à l'évolution ou à la transformation de l'entreprise comme le ferait un entrepreneur dans sa propre structure. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, on a la présentation aujourd'hui d'un intrapreneur, ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles tu es invité à un sommet pour entrepreneurs. Et là, et le point derrière aussi que je voulais soulever, je ne sais pas si tu connais Daniel Pink, qui est un auteur américain, mhm, il y a un bouquin qui s'appelle Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Donc, c'est mhm, la vérité surprenante sur mhm, les motivations qu'on peut avoir et qui justement explique comment développer l'intrapreneuriat au sein d'une entreprise. C'est utilisé beaucoup dans les entreprises telles que Facebook ou en tout cas pas mal de boîtes dans la tech comme Atlassian en l'occurrence qui prend en exemple pour justement montrer, on te donne un projet, on te laisse carte blanche et toutes ces personnes qui travaillent, qui sont employées et qui travaillent beaucoup mieux ou qui se sentent beaucoup mieux à leur poste quand on leur a donné carte blanche, celle-là, clairement, les créations de postes sur la proposition que tu es en train de faire, bah, globalement, c'est là où on commence à glisser et à appuyer sur sur ce petit mhm, bouton qui est cette capacité à pouvoir oser, proposer. Et comme tu le disais, à chaque fois, tu proposais des solutions. Et tu vois, par exemple, la question, moi, que j'avais envie de te poser au vu de tout ce que je viens de t'expliquer pour que tu vois d'où j'arrive et comment est-ce que moi, en tout cas, j'entends ce que tu dis et comment je te vois ou je te perçois. Moi, j'ai vraiment la question de savoir,
Là, aujourd'hui, quand tu dis que tu n'étais pas à ta place et que tu avais du mal euh, à être à ta place, est-ce que là, tu as l'impression d'avoir finalement trouvé ta place? Oui, alors, pour plein de raisons, pour le coup. Pas uniquement professionnellement, parce que l'aspect professionnel, enfin, effectivement, toutes ces expériences-là, ça m'a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de m'émanciper et de me créer une identité. Au départ, ça a été, mon identité, elle s'est créée sur le point de vue professionnel, parce que j'ai appris que j'avais une valeur, en fait, au niveau pro. Maintenant, cette valeur-là, elle n'existait pas au niveau perso. Donc ça, j'ai dû le travailler. Ça, c'est effectivement une autre partie de l'histoire, c'est que au fur et à mesure de toutes ces expériences pro, j'ai aussi eu beaucoup d'expériences au niveau perso, notamment à un moment donné, je suis rentré aussi en thérapie pour justement un peu, enfin, transformer ces démons un peu du passé que j'avais toujours, qui m'ont à la base mis aussi des stops au niveau, parce qu'en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on se sent pas adéquat, que ce soit personnel ou professionnel, on n'ose pas et du coup, on se coupe d'énormément d'opportunités, de toutes les opportunités en fait, et on s'en rend même pas compte à la base. Et pour nous, c'est presque normal dans l'état dans lequel on peut être quand on se sent pas adéquat et que ça peut être au niveau professionnel ou personnel. J'ai réussi à le transformer un peu tout seul au niveau professionnel, au fur et à mesure de forcer, de faire des actions et qu'on me donne des signaux aussi petit à petit positifs. Et en fait, ça a été de façon exponentielle. Au moindre signaux positif, je le prenais comme j'avais l'impression de prendre une énorme bouffée d'air de mais j'existe en fait, je peux faire des choses quoi. Et donc très vite, ça me donnait encore plus d'énergie pour faire plus, pour faire plus, pour faire plus. Et du coup, j'avais aussi tellement ce besoin de me créer une identité qui n'existait pas que c'est pour ça que j'y ai été aussi à 500% en fait. J'ai découvert que je pouvais me créer et exister de cette manière-là, donc j'y étais encore plus que peut-être quelqu'un qui prendrait son premier poste de junior tranquillement. Voilà. Moi, j'y étais comme si c'était toute ma vie et que tout se jouait là. C'était vie ou de mort. Il fallait que je prouve des choses, que je fasse des choses extraordinaires, quoi. Et donc voilà, ça c'était aussi une conséquence, mais au niveau perso, ce qui fait que, enfin, pouvoir trouver sa place comme tu me demandais, si je me sens à ma place aujourd'hui, je me sens à ma place, mais clairement, j'aurais pas pu le faire si c'était que au niveau professionnel. Je me serais jamais senti complètement à ma place si j'avais pas réglé cette partie personnelle aussi, avec des années de thérapie, avec beaucoup de tests, d'échecs, de crash au niveau perso qui m'a fait aussi apprendre, que ce soit aussi socialement. Hein. Alors j'aime bien, il y a une personne, alors il y a une speaker qui s'appelle, pareil, elle est américaine, qui s'appelle Vanessa. Ah, je sais plus son nom, mais elle est intervenante à Harvard sur les méthodes de communication, comment on communique avec les gens et comment la perception de la communication elle est prise. Et elle dit cette chose que je sens qui est très valable pour moi. À chaque fois qu'elle démarre son talk, elle dit qu'elle est une awkward person in recovery. Donc qu'elle était une personne assez étrange socialement, mais qu'elle est en train de se soigner et que maintenant elle arrive à être socialement adéquate, si on peut le Apte. dire. Voilà, apte socialement. Et c'est un peu comme ça que je le ressens moi aussi. C'est que avec tout ce travail, etc., j'étais une personne qui avait beaucoup de mal socialement, donc forcément ça a un impact aussi au niveau professionnel, parce que même si j'avais une certaine confiance dans mes compétences techniques, mes compétences sociales, ce qui fait que dans les rôles que j'ai eus, il y avait quand même une partie forcément de social, la relation avec les gens, que ce soit les clients, le board, les agences, etc. Alors j'arrivais à m'en sortir, mais je basais tout sur ma partie confiance professionnelle. Sur le parti social, j'étais en dehors, dès que ça sortait du niveau professionnel et qu'on avait des discussions d'humain à d'humain, là, je disparaissais. Je me renfermais et je redevenais la petite personne qui a un petit peu peur, qui ose pas, et donc voilà. Donc j'ai dû effectivement beaucoup travailler sur cette partie-là et voilà, grâce à la thérapie aussi, et d'éliminer toutes les croyances limitantes avec lesquelles j'ai grandi pour enfin sortir un peu de mon cocon et voilà, de pouvoir bah voilà, participer à ce genre d'événement. Par exemple, il y a 5-6 ans, on me propose ce genre d'événement, j'aurais jamais dit oui. À part si c'était pour parler vraiment de mes compétences techniques. Donc, si on me dit c'est une formation technique, pro, pas de souci. Mais ce genre de talk où tu vas parler de toi,
de ta vie à des gens que tu connais pas, absolument pas. Absolument pas. Jamais je l'aurais fait. Aujourd'hui, je le prends et parce que, en fait, toutes les opportunités pour moi sont. C'est hyper intéressant, c'est enrichissant, c'est un challenge aussi pour moi-même. Je l'ai jamais fait, ben, je le fais aujourd'hui. Ça veut dire que bah, si je le fais une ou deux, trois fois, bah, après, ce sera super cool de faire ce genre de choses et je serai super à l'aise aussi à le faire. Et c'est comme ça que, pareil, on arrive au podcast. Le podcast, échanger sur les réseaux, parler de soi sur les réseaux, surtout de choses où on est un peu vulnérable. Justement, ce post de mes 35 ans sur lequel tu m'as contacté, Corinne, c'était quelque chose d'assez vulnérable pour moi de dire certaines choses, d'avouer déjà publiquement que j'étais au chômage à ce moment-là. C'est dur d'avouer d'être en échec. Enfin, pour moi, j'avais encore ces petits trucs dans ma tête qui disaient, oh, attention, c'est la honte quand même, t'es un loser, faut pas le dire, quoi. Et aujourd'hui, ça disparaît en fait. De plus en plus, on se sent confortable à juste être soi-même et du coup à être à sa place, quoi. Ouais. Et j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de partager, le fait que je t'ai contacté suite à ce post. Mm. Parce que justement, en effet, je me souviens très bien, c'était un post, j'ai 35 ans et en fait, j'ai raté, je suis chômeur, j'ai raté ma vie, j'ai pas de maison, je suis pas propriétaire, je me souviens très bien. Et en fait, justement, c'était au moment où, bah, je te l'avais dit, hein, qu'on était en train d'imaginer ce sommet autour de bah, comment réinventer ses faux pas, autour de ses échecs, autour de ce qui était difficile à vivre, à partager, etc. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est ça, mais la vie tout court, j'ai envie de dire, c'est ça. En Mm. fait, c'est des faux pas et apprendre à rebondir autour de ça. Et en fait, j'ai trouvé que, en effet, ce poste était d'une vulnérabilité réelle, j'ai envie de dire. Mais de par ton parcours et de ce que j'ai vu et de l'échange qu'on a eu, c'était vraiment quelque chose qui était une force aussi. Et peu importe que tu sois, entre guillemets, réellement entrepreneur ou pas, en tout cas, tu as le mindset d'entrepreneur et de tout ce que tu viens de nous partager, en fait, de ton Mm. parcours de vie, tu as su faire. Alors, est-ce qu'on appelle ça des faux pas, des échecs ou peut-être même bah, des douleurs euh, d'enfance, des croyances limitantes, des constructions malheureuses, j'ai envie de dire, de l'enfance, etc., une force aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, grâce à ça, avec le Mhm. recul, je pense que tu peux le dire, bah, que tu as construit à la fois ta vie professionnelle et à la fois ta vie personnelle. Donc je trouvais que justement, j'ai envie de dire pour finir, on trouvait toutes les 2, Stéphane Laure et moi, pour finir, ce sommet, d'une manière complètement différente que, de mettre un entrepreneur, à la fin, bah, d'avoir, quelqu'un qui a un parcours, bah, de salarié certes, mais qui a ce mindset d'entrepreneur, qui a cette Mhm. capacité de rebondir quoi qu'il arrive, qui a, la force de se réaliser malgré, les aléas de la vie, malgré les faux pas potentiels et ben, on trouvait, que c'était vraiment, très, très inspirant. Donc, j'ai envie de te dire merci pour ce partage. Merci pour ces partages aussi perso. Parce qu'en effet, c'est pas évident de dire, bah oui, ben, moi, je me suis construit, j'ai envie de dire, par la volonté, la force et l'audace, clairement, dans ma vie professionnelle et je me suis reconstruit dans ma vie personnelle bah, grâce à ça, mais aussi grâce à la thérapie, grâce à des Mm. accompagnements, grâce à tout ça. C'est pas non plus évident de le dire comme ça. Donc, merci, merci, Mm. merci de cette authenticité, j'ai envie de dire. Non, bah, avec grand plaisir. Et en vrai, s'il y a deux choses à se rappeler pour moi, pour mon parcours, c'est que, bon, déjà, on peut se réinventer tous les jours. Mm, En vrai, chaque matin, on se lève et on peut décider qu'il y a des choses maintenant qu'on est, que ce soit, par exemple, lire des livres. Je connais plein de gens qui disent, ah, je suis pas trop lecteur, moi, j'aime pas trop lire des livres. Bah, demain, on pourrait très bien se réveiller et se dire, je suis quelqu'un qui lit maintenant. À partir de maintenant, je suis quelqu'un qui lit. Et en fait, je trouve que quand on se répète, tu sais, moi, c'est ce que j'avais en fait dans le passé, hein. C'est quand on se répète, moi, je suis pas quelqu'un qui lit, ou je suis pas quelqu'un qui fait du sport, ou je suis pas quelqu'un qui fait ça, ou je suis pas quelqu'un qui fait ça. Ça, en fait, on se limite nous-mêmes. Et le cerveau, il comprend et il s'adapte par rapport à ça, et on devient quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui fait pas de sport, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui va pas vers les gens, alors qu'en fait, et pour le coup, moi, je suis la preuve parce que j'étais en termes d'introverti et de renfermé, j'étais au summum du summum il y a maintenant quelques années. Euh, tout ça a changé. Et pareil, la lecture, à part lire Harry Potter quand j'étais plus jeune, après, je lisais plus. Aujourd'hui, il y a quelques années, je me suis dit, bah, maintenant, je suis quelqu'un qui lit, je lis. Maintenant, je suis quelqu'un qui ose aller vers les gens, qui ose aller poser des questions, qui ose faire des choses. Donc voilà, on peut
on a vraiment chaque jour, on peut très bien se lever et se dire, maintenant, c'est ça. Maintenant, moi, je fais comme ça. Et maintenant, moi, je suis différent. Donc ça, c'est une des choses. Et la deuxième chose, c'est que on s'en rend pas compte, mais des fois, on est à un petit détail, une petite action, une, un petit talk avec quelqu'un, de tout changer dans notre vie. Parfois, on fait des choses à répétition et rien ne se passe. Et un petit détail qu'on fait, et on a l'impression que c'est rien du tout. Et d'un seul coup, toute notre vie, elle change, soit pro ou perso. Moi, j'ai été témoin de ça vraiment tellement de fois que aujourd'hui, ça fait partie de mes croyances, mais très profondes. Et c'est pour ça justement que j'ose de plus en plus ou que je dis oui à de plus en plus de choses. Alors bien sûr, au respect de ma propre énergie et de ce que je suis capable de faire, toujours. Mais même des choses où je m'étais toujours dit, ça, je suis pas trop, c'est pas trop mon truc. Des fois, je vais tester de le faire ou rencontrer quelqu'un, comme voilà, t'avoir rencontré, enfin vous avez rencontré vous deux, ou plein de personnes. Et Elliot qui était là juste avant, pareil, c'est des fois des rencontres qui vont faire un chemin soit dans son cerveau, soit ailleurs, invisible, et des gens qui vont nous contacter de nulle part alors que on a l'impression qu'on n'a pas fait quoi que ce soit et des gens nous contactent et notre vie elle change petit à petit ou au moins on a des expériences assez intéressantes quoi. Ça rend la vie intéressante au moins. C'est Complètement, clair. ouais. À l'unanimité. Mais oui, tant mieux. Mais Anthony, mais merci pour ce partage. Moi, je suis ravie qu'on finisse sur cette note super positive et inspirante. Et en effet, on est à un détail. Moi, ce que je retiens, on est à un détail de tout changer. Je crois que vraiment, on peut se réinventer tous les jours. Voilà, comment clôturer un événement sur comment se réinventer suite à ses faux pas. Voilà, je pense que tu nous as bien aidés. Avec ça, écoute, je trouve que bah, là, on a un petit peu explosé le timing, mais, Désolé. mais non, 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 mais pas du tout. C'était le dernier. Et puis, On c'était très s'est fait riche, donc plaisir aussi, tout à fait. Il y avait plein de pépites, il y a plein de choses que tu as partagées. C'était vraiment précieux. Il y a énormément de choses et merci en effet pour ton partage, pour ta vulnérabilité, pour le fait d'accepter de partager autant de ton histoire pour nous permettre de mieux la comprendre. Donc vraiment pour ça, moi j'ai passé un super moment et je pense que pour ceux qui vont nous entendre, ceux qui sont là en live et ceux qui nous réentendront en replay, je pense que c'est précieux pour justement toutes ces faux pas qui ne sont pas des faux pas, qui en fait ont permis de voir comment est-ce qu'on peut se réinventer et comment on s'invente en fait tout court en réalité, comment on se crée. Donc j'ai trouvé ça vraiment très inspirant et passionnant. Merci Anthony, c'était vraiment chouette. Bah, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va clôturer cette dernière intervention. Merci pour ton temps, cette valeur. Et puis, on se dit à très vite pour celles et ceux qui vont nous rejoindre en live d'ici quelques instants pour clôturer ces 2 jours intenses de sommet autour de comment réinventer ses faux pas. Stéphane a préparé toutes les pépites sur des fiches plein de couleurs. C'est la spécialité de Steph. Et donc, on va résumer tout ça et puis on va faire le dernier tirage au sort du cadeau pour les participants, pour ceux qui se sont inscrits. Donc, encore merci, Anthony. Merci de tout ça. Merci de ton temps. Et puis, comme d'habitude, pour suivre Anthony, on mettra les liens sous les replays de la vidéo. On te donnera bien sûr accès au replay, Anthony, pour que tu puisses partager aussi au plus grand nombre. Peut-être faire un épisode de podcast pour ton podcast sur Mais toi. tellement. Parce que franchement, la manière dont tu as partagé ton histoire, ça peut complètement faire un épisode de podcast. Être Donc, le je te détail qui remercie ferait encore. tout changer. Exactement. Exactement. Et au plaisir de se retrouver pour celles et ceux qui nous rejoignent en live dans quelques instants. Merci encore, Anthony. Avec Merci plaisir, merci à Anthony. vous. À très bientôt. Salut. Ciao.